Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, on quitte la montagne et on prend la direction de la région parisienne. En 2024, l'attention de toute la planète vélo sera tournée vers Elancourt et sa colline pour un événement exceptionnel, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, qu'on le veuille ou non, c'est exceptionnel. Sportivement, c'est un format particulier, et médiatiquement, c'est un coup de projecteur incomparable dans les médias grand public. Ce qui fait la particularité des JO, c'est également les circuits utilisés, et on a retrouvé Johan Vachette de la société Bike Solutions, le concepteur du circuit de Paris 2024, pour qu'il nous explique les enjeux d'un tel chantier. On a enregistré cet épisode du Lunch Ride juste après le test event qui a eu lieu sur le circuit et qui a permis de dégager les points à retravailler pour les équipes des JO. Vous l'entendrez, derrière ce qui peut sembler être un simple tracé de 4 km 350 se cache un projet assez pharaonique. D'ailleurs, si vous avez envie de voir la piste, on a confié une caméra à Victor Koretsky et Adrien Boischier pour un tour à retrouver sur notre chaîne YouTube, Vojo Magazine. Sur le chantier des JO, on ne se présente pas comme sur une piste de bike park. Et Bike Solutions, l'entreprise de Johan, s'est d'ailleurs retrouvée à travailler avec son concurrent en France, Vélo Solutions, et avec beaucoup d'autres entreprises. Dans ce podcast, Johan nous parle de ce que l'olympisme représente pour lui, de son métier de concepteur, des difficultés sur le chantier et de ce qu'il aimerait voir en juillet 2024. Je profite aussi de l'occasion pour vous parler un petit peu de Vojo. On est super fiers de vous présenter un tout nouveau vojomag.com et un tout nouveau logo. Au-delà de l'esthétique, on a revu toute l'ergonomie avec un meilleur affichage des articles, un mode dark et une meilleure mise en avant du contenu que vous ne retrouverez que sur Vojo. Je vous encourage à aller voir et dites-nous si ça vous plaît. Pendant l'enregistrement de ce podcast, le son de mon micro n'était pas parfait, alors je vous ai réenregistré mes questions. La première d'entre elles que j'ai adressée à Johan Vachette était toute simple. Je lui ai demandé de nous parler de son métier qui, vous en conviendrez, est assez atypique. Mon métier, c'est chez Bike Solutions, c'est de créer des espaces ludiques pour vélo. Au sens large, parce que à la base on est des VTTistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui depuis 2018 et l'émergence des pump track, on travaille de plus en plus sur ces espaces qui sont aussi un peu multipratiques, que ce soit le VTT, la draisienne, le BMX, le vélo de dirt, mais c'est aussi le skate, le roller, la trottinette. On ouvre les champs, essayer de venir utiliser un peu notre savoir-faire sur ce côté ludique et l'adapter un peu aux multipratiques, mais c'est vrai que à la base quand même ce qui me plaît, enfin ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est d'être dans la forêt et de penser à l'aménagement ou en tout cas la partie insertion de ces sentiers en milieu naturel, quoi. Assez logiquement, question suivante pour Johan, comment est-ce qu'on en arrive à faire ce métier ? Est-ce qu'il y a des études pour ? Alors, des études, non. C'est un métier qui a été appris sur le terrain. J'ai eu la chance de pouvoir travailler au GEM entre 2005 et 2007 en tant que responsable du bike park. Et c'est là que j'ai compris les enjeux, la difficulté de ce métier, mais aussi le champ des possibles. En fait, il y a une infinité de manières de penser la création des pistes VTT, que ce soit dans un premier temps en descente, parce que c'était ce par quoi on a commencé, c'est l'aménagement des stations par les pistes de descente. Et puis maintenant, de plus en plus sur du cross-country ludique, sur du petit bike park pédagogique, sur des espaces de vélo gravel, c'est sur l'émergence aujourd'hui du vélo de manière vraiment générale. Et nous, la manière dont on peut accompagner les territoires ou les sites touristiques pour améliorer leur approche. Quand on en est là, on se rend compte que pour faire ça, il faut forcément avoir un passé de VTTiste, ou au moins de cycliste. Et on a demandé à Johan quel était le sien. Alors, c'est cool, moi j'étais ancien athlète, donc de passer du côté coureur où tu utilises les pistes à
concepteur, c'est-à-dire réfléchir à comment on les réalise, comment on les conçoit, comment on les insère dans leur contexte. C'est chouette parce que, comme je disais, c'était une manière infinie de création, d'essayer de s'adapter. C'est aussi le plaisir de pouvoir faciliter l'accès à la pratique, parce qu'aujourd'hui le VTT, si tu l'aménages pas, c'est top pour l'enduro, les racines, les cailloux, la pente, mais pour monsieur tout le monde, pour les familles, c'est hyper important d'avoir quelque chose qui soit plus accessible, qui soit un petit peu encadré avec de la signalétique, de venir agencer ces espaces pour que ce soit plus facile d'accès et qu'on puisse s'amuser pour tout acheter. Le mot aménagement, on peut se dire ah ça y est, ils arrivent avec leurs pelles mécaniques, ils vont venir détruire la nature. On est quand même très attentif à cette insertion et cette intégration de nos ouvrages, et on nous fait souvent la remarque post-chantier, parce que la nature reprend aussi ses droits sur l'environnement, et on arrive vraiment à avoir cette intégration, et on a cet aménagement qui vient presque embellir certains sites, parce que parfois on fait des projets dans des forêts qui sont pas en très bon état, on en profite pour nettoyer, bien sûr faire attention aux milieux sensibles, on prend en mesure tous ces éléments. Le métier de Johan, c'est donc de partir parfois d'espaces vierges pour en créer des sites dédiés au vélo. Et on lui a demandé s'il avait déjà travaillé sur des sites atypiques. Ouais, pas mal. Notre premier chantier de pump track, c'est là où on t'a rencontré, c'était dans une ancienne friche à Strasbourg pour la réalisation du Stride, et un espace bike park indoor, le premier espace indoor. Voilà, donc ça c'était quand même le côté assez chouette. Après on a travaillé, on nous a demandé effectivement de réfléchir à regarder des insertions sur des terrils un peu spécifiques, mais on se rend compte qu'il y a aussi des difficultés techniques et environnementales. Oui, après on est un peu à l'étranger. Voilà, à l'autre bout du monde, on nous a sollicité en Norvège, où on a travaillé sur le projet de Trysil Raya, aujourd'hui qui est un site quand même assez exemplaire en Scandinavie. Voilà, on est allé dernièrement en Nouvelle-Calédonie pour créer un parcours cross-country olympique de préparation pour les JO. Voilà, donc c'est chouette. Et un peu partout en France, bien sûr. Et chez Bike Solutions, est-ce que vous êtes nombreux ? Eh bien, on est une petite quinzaine de permanents, passionnés, un pôle administratif génial avec 3 filles, des chargés de mission qui sont un peu nos couteaux suisses, qui s'occupent aussi bien des études VTT que designer des pump tracks, ou aussi faire du suivi de chantier, ou nous aider sur l'application des enrobés. C'est pour ça ce côté un peu couteau suisse. Et une équipe chantier qui s'occupe principalement de la réalisation des pump tracks, et aussi autour de ça on a pas mal de travailleurs indépendants, mais qu'on associe à notre staff, parce que c'est des personnes qui bossent régulièrement avec nous, qui ont un peu l'esprit Bike Solutions, et donc c'est un peu cette grande famille, et c'est chouette, ça se passe bien. À ce moment-là du podcast, Johan prononce le mot qui va nous intéresser aujourd'hui, le mot chantier. On parle évidemment du chantier titanesque des Jeux Olympiques. On a demandé à Johan, à chaud, juste après le test event et la victoire de Loana Lecomte et de Victor Koretsky, si ça avait été compliqué, ce qui a été intéressant, et globalement qu'on parle de cette conception. Donc ça, c'est vrai que c'est un dossier qui nous anime et qui m'anime plus particulièrement, parce que c'est moi qui suis en charge de ce dossier, qui est un dossier effectivement ambitieux, avec, là on se rend compte depuis hier, une ampleur médiatique et internationale, et forcément aussi populaire, parce qu'on sent qu'il y a une vraie effervescence autour de cet événement pour le test event, et je pense que pour les JO ça en sera aussi d'autant plus forcément. Et donc depuis maintenant 3 ans je bosse dessus. Ça a commencé par l'étude, en fait en Bike Solutions on est intégré au groupement de maîtrise d'œuvre
qui travaille pour le compte de la Solidéo qui s'occupe de la livraison des ouvrages olympiques et qui donc en charge de ce projet. Et chez nous, c'est moi qui m'occupe de ce projet dans la maîtrise d'œuvre. Donc c'est la partie déjà étude, de réfléchir à la manière dont la piste va être construite. À ce moment-là, on interrompt Johan. Avant de se lancer dans ce chantier, il y a bien dû y avoir un appel d'offres. J'imagine qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir envie de concevoir cette piste. En fait, vu que Bike Solutions, on est un peu le bureau d'études référent et historique en France, c'était quand même on était bien placé forcément, et je pense qu'il y a quelques autres boîtes qui se sont posé la question et qui se sont peut-être dit on n'a pas forcément ni les compétences, donc on avait répondu à avec plusieurs groupements qui nous avaient sollicité. Donc chaque groupement qui nous sollicitait, on répondait de la même manière pour multiplier nos chances de pouvoir être présent dans le... En fait, la manière dont était monté le projet, il fallait forcément un architecte qui avait le côté vraiment maître d'œuvre pour la coordination globale du groupement, donc c'est le mandataire. Et après, dans le groupement, on a une maîtrise d'œuvre spécialisée en VRD pour tout ce qui est les plateformes, la partie, on va dire, technique, et après, la partie environnementale, qui doit aussi être important et intégré dedans. Et donc, nous, on s'occupe vraiment du côté technique de la piste en elle-même. Donc, les premiers échanges, c'était, quelle va être la répartition des rôles, qui intervient sur quoi, comment ça fonctionne. Et donc là on a bien redéfini le périmètre d'intervention des uns et des autres, et voilà, donc nous on était vraiment en charge de se dire ok, la piste, quelles sont les contraintes, comment on va faire pour la réaliser, le chiffrage, la définition des moyens, quelle machine, quel dimensionnement d'équipe, les ateliers, tous les aménagements particuliers pour les définir et faire en sorte qu'on puisse lancer le chantier dans les meilleures conditions et tenir les délais qui étaient quand même assez challenge. Et ces délais, justement, quels sont-ils ? Ça a mis du temps parce que la partie étude, c'est quand même un contexte assez particulier, hein, cette colline, hein, quand on le sait que c'était une ancienne décharge, avec aussi des enjeux environnementaux qui se sont développés dessus, donc pas mal de contraintes en termes d'utilisation d'espace, de timing, et donc sur la partie travaux, en fait, à l'heure où on se parle là, donc l'heure du test event 2023, l'année dernière, en septembre 2022, on donnait les premiers coups de tronçonneuse et de débroussailleuse pour nettoyer le site. Là, à cette heure-là, on pouvait presque pas pénétrer sur le site, c'était un tas de broussailles et quelques sentiers, mais c'est tout. Donc c'est un travail énorme. Il y a eu une grosse phase de débroussaillage sur l'automne, et après les premiers coups de pelle mécaniques pour la piste, ça a attaqué en février. Mais au préalable, il y a eu une grosse phase d'études où là, c'était aussi très compliqué de montrer, enfin en tout cas d'expliquer à la Solidéo et à la maîtrise d'ouvrage ce que c'est qu'une piste VTT, parce qu'une piste VTT, c'est pas une piscine olympique où on a des margelles qui sont très réglementées et où on peut faire des plans AutoCAD précis au centimètre près. Et donc eux, ils attendaient de la part de la maîtrise d'œuvre des plans précis de toute la piste avec les altimétries, le positionnement des cailloux et des racines, des vues 3D. Voilà. Donc ça a été aussi pendant la période d'études avant les travaux compliqué d'expliquer que voilà, une piste, en fait, il y a aussi une partie sur le terrain de feeling, de vision in situ du positionnement de ces ateliers. Et ça, c'était un peu compliqué à intégrer auprès de la maîtrise d'ouvrage. Vos interlocuteurs, justement, est-ce qu'ils comprennent et connaissent le VTT ? Paris 2024, en fait, il y a Bertrand Josué qui a travaillé pour les championnats du monde au GEC, qui a intégré Paris 2024 l'hiver dernier, en février ou mars. Donc, quand cette personne est arrivée, forcément, elle avait la vision VTT, mais au préalable, on va dire que c'était aussi, il y avait quelques notions, mais je pense pas qu'il avait de connaissances précises telles qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la colline d'Elancourt pour l'épreuve de VTT ?
Du tout, je crois que ça a été des tractations politiques assez longues entre le positionnement de ce site. Il y a d'autres sites qui ont été évoqués, Chamonix, bien sûr, les Jets, la Bresse. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont choisi un site plutôt alpin sur des sites qui ont déjà accueilli des Coupes du Monde, ou est-ce qu'on travaille sur un site à proximité de Paris? Là, ce site il est stratégique parce qu'on est à côté du siège de la FFC qui est à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est à 5 km. Et aussi à proximité de Paris et cette opportunité d'avoir un espace VTT aménagé d'ampleur à proximité de Paris. Et ça, c'est quand même un enjeu important, et c'est aussi ce qui nous intéressait, de se dire on vient développer aussi la discipline en banlieue parisienne, et c'est ça qui nous... Paris 2024 met en avant ce qu'ils appellent l'héritage pour que les infrastructures développées pour les JO reviennent au public. Est-ce que ça a été pris en compte pour le VTT ? Ouais. Et c'est aussi ce que je te disais, c'est vraiment ce qui nous intéressait, c'est de transformer ce site, on va dire élitiste, avec une partie vraiment grand public. Cette piste, elle va rester telle qu'elle est. On va l'équiper de balisage, de signalétique pour que ce soit safe. Mais l'objectif, c'est que cette piste, elle soit utilisable par les pratiquants qui ont le niveau. Et après, derrière, le développement de leur petite sœur en piste, c'est-à-dire faire des variantes de cette piste olympique pour avoir un parcours rouge un peu plus court, un peu plus accessible, un peu moins technique, et un parcours bleu plutôt en mode trail center, un peu sur les mêmes esprits qu'on a fait en Norvège, et une boucle verte qui fait tout le tour de la colline avec quelques petits ateliers ludiques, pédagogiques, et normalement un pôle pump track à l'entrée. L'ambition, je crois aussi, de Saint-Quentin-en-Yvelines qui va devenir maître d'ouvrage de la partie héritage pour la suite, souhaite mettre un bâtiment d'accueil, peut-être des vestiaires, donc c'est quand même un projet assez ambitieux autour du vélo, avec une cohabitation aussi piéton, parce que ça va pas être que un site vélo, et pour retransformer cette colline qui était quand même un peu en friche, pour en faire vraiment un vrai bel espace de loisirs, quoi. On a été nombreux à se dire « Super, ce site, je vais aller le voir, je vais pouvoir aller m'entraîner, peut-être que je vais pouvoir faire un tour sur la piste des JO », mais Johan nous rappelle que non, c'est un site qui est complètement verrouillé et qu'il est tout simplement impossible d'y pénétrer. Donc c'était la difficulté aussi pendant le chantier, c'est qu'on a aussi cette partie réglementaire, c'est des chantiers forcément de la Solidéo de Paris 2024, et derrière on est obligé aussi de se plier à cette réglementation, et un chantier, on ne peut pas pénétrer sur une zone de chantier sans avoir les EPI, c'est le petit casque blanc de chantier, la chasuble orange, les chaussures de sécurité. Et c'est pour ça qu'aussi en phase de chantier, la piste n'a pas pu être roulée. Moi j'ai pu la rouler pour tester quelques modules forcément, et on a réussi à organiser une phase de roulage de test avec Stéphane Tempier quand les travaux étaient quasiment terminés, pour qu'il puisse boucler et avoir un retour quand même sur cette piste. Mais au final le terrain n'a pas pu être roulé, quoi. Et juste au test event, ça c'est vraiment cool qu'elle ait pu être compactée pour qu'on puisse voir les lignes. Et justement, est-ce que ce circuit va être modifié suite au test event ? Oui, là c'est le travail qu'on doit faire. On va faire un petit feedback de cette course. On a eu les premiers retours qui sont quand même plutôt positifs. Il faut voir comment se comporte le gravier, parce qu'en fait on avait une difficulté sur cette piste. C'est une nature de sol avec une terre qui est très collante. Et en phase travaux, moi j'ai essayé j'avais dans l'optique d'essayer de faire le plus naturel possible, de faire des sections où on n'a pas travaillé à la pelle mécanique mais plus en manuel, pour essayer de faire ressortir les racines. Et en fait, l'UCI nous a demandé à ce qu'il y ait ce matériau de partout pour que, quelles que soient les conditions, même s'il a plu pendant 4 ou 5 jours avant la course, que ça puisse être pratiqué. Et Johan, qu'est-ce qu'il en pensait de ce revêtement justement à ce moment-là ? Alors, dans un premier temps, j'étais bien opposé, parce que pour moi, le VTT, c'est pas rouler sur des graviers, ça change quand même la physionomie du parcours, ne serait-ce que sur les lignes, les choix de lignes que j'avais imaginés sur certaines sections où on pouvait essayer d'avoir ce côté naturel.
Donc on a laissé une petite partie, il y a quand même, il doit y avoir 150 mètres en naturel, et on se rend compte que ça se comporte quand même pas trop mal. Donc voilà. C'est aussi parce qu'il n'y a pas trop de pente. Donc cette partie, c'est vrai que là, après coup, vu les conditions qu'on a eues au test event, c'est-à-dire beaucoup de pluie, je crois, jeudi et vendredi, on se rend compte que sans matériaux, ça aurait été quand même Bagdad sur pas mal de sections. Donc peut-être qu'il y en a eu un peu trop partout, mais il était nécessaire, et je pense que ça a quand même bien sauvé les meubles en termes d'événements. Donc voilà, donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de travailler aussi sur cette partie post-test event, voir comment on traite ces sections en matériaux et comment on vient remodifier, améliorer encore cette piste. Mais on va dire qu'on a les 90%, 95% de la piste, c'est la bonne base, ça marche plutôt pas mal. Pour certains athlètes, il y avait trop de gravier par endroit, certaines réceptions étaient un peu trop à plat. Quels sont les points sur lesquels vous allez concrètement travailler ? Ce matériau, parce que là maintenant on a eu une première phase de compactage avec le roulage, donc voir comment ça fonctionne et retravailler et évacuer le matériau. On savait que ça allait se comporter comme ça, forcément quand tu viens mettre cette matière, et il y a les gros cailloux qui sortent, et donc on se retrouve avec un tapis roulant, et ça il faut pouvoir l'évacuer, retravailler pour qu'on ait uniquement les fines qui soient compactées. Et après, je pense qu'il va y avoir quelques lignes d'enrochement. On s'est rendu compte qu'il y a certaines trajectoires qui ont été faites que j'avais pas forcément imaginées. Et puis aussi en course, on voit comment se comportent les athlètes sur les dépassements, sur les lignes qui vont vite ou plus ou moins vite. Sur les sauts, il y a un sujet. A priori, il y a eu un crash au test event là, d'une Mexicaine sur un saut qui passe bien. Mais voilà, donc il va falloir trouver aussi les compromis d'engagement et de sécurité, parce que ça c'est aussi des aspects qui sont importants, et en même temps il faut garder le côté spectaculaire. Du côté du spectacle, les Coupes du Monde savent plutôt bien y faire. Est-ce que le cahier des charges d'une piste de Jeux Olympiques est différent du cahier des charges de conception d'une piste de Coupe du Monde ? Alors, une Olympiade, c'est toujours particulier, c'est vraiment un cahier des charges très, très spécifique, que ce soit pour l'organisation elle-même que la partie piste. Donc nous, en fait, on nous a, au moment de après l'appel d'offres, on nous a transmis un plan avec une physionomie de course. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons décidé, il va y avoir 2 montées, on va faire tant de descentes. Donc on avait déjà, une architecture de la piste. Sur lequel on a apporté des modifications, bien sûr, parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas sur le terrain, mais on avait, on va dire, déjà cette base-là qui nous a été communiquée par l'UCI, et sur lequel on ne pouvait pas négocier en disant on va changer complètement la physionomie de la piste. C'était des largeurs de piste, une feed tech bien délimitée, c'était aussi des principes d'atelier avec des rock gardens, donc il y avait certains ateliers qui étaient positionnés, et on va dire que nous, là où on a fait de la conception libre, c'était entre ces ateliers. On y est dû concevoir des lignes un petit peu plus flow, sautantes, c'est ce qu'on a fait sur la première descente, et ajouter aussi quelques ateliers complémentaires comme le Mikado, il faisait pas partie du cahier des charges de l'UCI, et ça c'est nous qui l'avons rajouté sur le terrain. On s'est dit tiens, là il y a cette partie là, c'est visuel et ça peut être vraiment adapté, quoi. Et du côté de l'engagement physique, qui décide de la typologie des montées, de leur nombre, de leur taille ? Est-ce que c'est l'UCI ? Ouais, pour le coup, nous on est venu refaire des petites adaptations sur ces montées, essayer d'apporter. On a ajouté quelques épingles parce que c'était quand même très linéaire. La deuxième montée, là, après le tunnel, en fait, tu sortais du tunnel et tu montais droit jusqu'à la grande piste qui remonte vers le sommet. Et donc là-dessus, on a rajouté, nous, deux paires d'épingles qui ont quand même cet avantage, d'être plus visuel, je trouve, pour la course. C'est plus sympa de voir les coureurs prendre ces épingles, et 2 encore avec cette vision héritage, parce que ça montait quand même très très raide, et voilà, donc là, on a fait quand même ces quelques modifications. Dans le parcours initial, il y avait aussi des rampes après le départ qui montaient à pas loin de 40 degrés
%, pardon. Et donc ça passait pas, quoi. Même si on mettait du goudron, c'était juste à monter impossible, quoi. Et est-ce que l'organisation vous fait confiance pour ces changements ? Non, t'es obligé de. C'est à chaque modification, c'est. Et voilà, il faut argumenter, il faut qu'il y ait une validation de l'UCI sur place en disant ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc oui, les tractations entre nous, la Solidéo, Paris 2024 et in fine l'UCI, parce que c'est eux qui décident. Voilà, c'est un process assez long, assez complexe. Et combien de personnes ont travaillé sur ce chantier de la piste olympique ? Alors sur le chantier, si on parle vraiment de global, ça va être compliqué parce que, comme je te disais, la partie VRD, plateformage, tout ce qui est travaux de réseau, c'est le terrassement, les terrassements généraux. Donc on va dire du gros terrassement de plateformes, de routes, de réseaux électriques, eau, etc. Et donc cette partie-là, c'est le groupement Vatelet, donc c'est eux qui ont eu ce lot numéro 1 avec le terrassement et la piste VTT. Et eux, dans leur groupement, ils ont pris comme sous-traitant Vélo Solutions, qui est des concurrents sur le volet Pump Track, mais également du coup des collaborateurs, parce que ça se passe bien avec eux. On est un peu sur les mêmes longueurs d'onde. Et donc c'est eux qui avaient une équipe sur place pour travailler la piste VTT. Moi j'étais sur le terrain et je donnais les instructions à Vélo Solutions sur la bosse, il faut que tu la designes comme ça, tiens, il faut refaire le hip comme ça, le virage relevé et il faut tourner comme ça, le rochement, j'étais avec eux pour placer les rochers, pour formaliser les rock gardens. Le Mikado, j'étais sur place pour pouvoir caler. Donc ils étaient vraiment les opérateurs pour traduire ce que je souhaitais avoir comme type de piste. Pour le coup, les équipes Vélo Solutions, c'est tous des passionnés de vélo, hein. Ils travaillent sur des pump tracks, donc ils aiment le VTT, et puis ce projet forcément JO les a intéressés. Après c'était un chantier dans la durée, donc c'était aussi assez compliqué de maintenir la même équipe tout le long du chantier. On a eu un peu des soucis aussi sur la présence ou non d'opérateurs de pelle mécanique. On n'a pas eu toujours les mêmes opérateurs, donc les conditions météo, donc c'était aussi un contexte un peu particulier en termes de réalisation sur ce volet, quoi. C'est le moment d'interroger Johan sur les compétences des ouvriers qui travaillent sur un chantier comme ça. On ne demande pas à quelqu'un qui travaille sur un immeuble de venir travailler sur une piste de vélo. Si tu as une vision VTT, dire le virage relevé, là tu me fais un virage relevé où tu fais une table avec une grande réception et un appel progressif. Si tu dis un appel progressif à un opérateur de pelle qui sait pas ce que c'est que le VTT, un appel progressif, tu vas devoir être là derrière l'appel à lui modifier chaque détail, alors que avec quelqu'un qui connaît le métier, tu vas avoir moins besoin de retoucher derrière ce qu'il a fait, quoi. Et d'ailleurs, je lance un appel s'il y a des opérateurs de pelle mécanique qui veulent travailler, ils peuvent nous appeler, on les accueillera avec plaisir. Donc non, c'est quand même assez particulier, et moi j'encourage les jeunes passionnés de vélo et qui ont envie de travailler là-dedans à s'intéresser au métier du TP pour pouvoir après réaliser ce type d'ouvrage. À ce moment-là, Johan revient sur le nombre effectif de personnes qui ont travaillé sur cette piste. On va dire sur la partie Vélo Solutions pure VTT, on va dire que c'était 3-4 personnes en permanence. Il y a eu des compléments après d'équipes sur des périodes un peu clés de réalisation, et aussi sur le rush de la fin où c'est monté quasiment à 10 personnes. On a eu aussi l'aide des Canadiens de Vélo Solutions de Mont-Sainte-Anne, qui sont venus nous aider plus aussi pour traduire les attentes de l'UCI en termes de cahier des charges course, parce que c'est pas évident justement de voir sur les lignes les largeurs de pistes, ces différentes options, la sécurité. Et donc eux, comme ils avaient une vision déjà course et qu'ils avaient l'habitude d'organiser des Coupes du Monde, ils sont venus aider l'équipe Vélo Solutions pour finir ces détails, quoi.
On a ensuite demandé à Johan comment est-ce qu'on jauge de l'engagement des modules et des sections techniques sur une piste de Jeux Olympiques. Alors ça, c'est un peu la perception. On a eu la chance de développer un site d'entraînement au Krebs de Boulouris, qui avait été une commande de l'ANS, l'Agence nationale du sport, pour pouvoir avoir un vrai site d'entraînement aménagé. Donc on avait pu déjà un peu se tester pour dimensionner quelques modules, et notamment les modules de saut. On se rend compte que la discipline du cross-country olympique aujourd'hui est beaucoup plus aérienne qu'avant. Avant, on faisait des petits sauts d'1,50 m, 2 mètres. Maintenant, on se retrouve avec des tables de 4-5 mètres sans problème. Donc c'est chouette pour la discipline. Et après, sur le dimensionnement, c'est, pour le coup, c'est quand même cette vision. Moi, c'est ce que j'appelle le scan mental. C'est voir le site avant qu'il y ait l'aménagement et réussir à visualiser ce qu'on peut faire avec les éléments, par exemple les rochers, le bois, et après le traduire à l'équipe sur place pour pouvoir faire ces ajustements. Alors c'est toujours un compromis aussi, on n'arrive pas toujours à sortir exactement ce qu'on souhaitait, et après le tester, voir si ça marche, revenir faire quelques ajustements, et dire qu'au fil des années et de l'expérience, on retouche de moins en moins. Et comment est-ce qu'on prend en compte la différence d'engagement entre les meilleurs pilotes et les moins à l'aise ? Dans le cahier des charges UCI, normalement chaque module engagé où il y a un saut important, réussite obligatoire par exemple, il faut vraiment qu'on saute, il doit y avoir une beeline, donc une échappatoire qui a du coup une pénalité de temps, mais qui permet de contourner la difficulté. Donc ça c'est cool aussi nous pour l'exploitation, parce que se dire qu'en héritage, les pratiquants ils pourront avoir le choix soit de sauter, soit de contourner l'obstacle. Et en même temps, il faut que le contournement soit pas trop important. Là, on a vu sur certains ateliers qu'on a réalisés, il y avait 3 lignes. En fait, les 3 lignes ont été utilisées. Donc ça c'est vraiment cool. Et c'est peut-être aussi ce qui va faire partie des modifications, c'est se dire aux endroits où on avait imaginé plus de lignes, quand il y avait qu'une ligne principale, c'est de retravailler pour que ça puisse plus répartir les flux. On a ensuite demandé à Johan quelles étaient ses portions favorites sur cette piste. J'aime bien l'espèce de dual line. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est j'aimerais bien qu'on arrive à identifier, à nommer ces sites, finalement, à part le Mikado. J'ai fait un peu ces propositions justement à Paris 2024. En bas, on avait un gap, il y a un saut. Je l'avais appelé le Bruni sur la zone, pendant la partie étude. Et donc, ce serait bien de pouvoir nommer ces zones pour qu'on puisse les identifier. Mais donc, moi, dans cette partie, j'aime bien l'espèce de dual line où en fait on est très flow et on a 2 lignes avec des relevés. Et j'aime bien aussi la partie, le Mikado, je le trouve très intéressant. Je crois que les athlètes aiment bien. Donc je trouve que le Mikado est intéressant. Et après les petites parties single, un peu naturelles dans les bois, où on a réussi à quand même reproduire ce côté un peu VTT. On a ensuite parlé des choses qui fâchent, et on a demandé à Johan ce qui avait été difficile lors de la réalisation de ce projet. Le côté politique. Parce que voilà, moi j'ai énormément appris sur cette manière. Un projet comme les JO, voilà, il y a la Solidéo qui est maître d'ouvrage, mais au-dessus il y a Paris 2024 qui ont ces exigences et leurs attentes par rapport au cahier des charges et l'UCI, et c'est de comprendre les rouages des enjeux des uns et des autres, d'expliquer, comme je te disais tout à l'heure, ce que c'est qu'une piste de VTT et ce que c'est que la difficulté d'un chantier, de mener un chantier VTT par une traduction qui est un peu atypique et qui ne ressemble pas à un chantier olympique comme le reste, comme une piste d'athlétisme, une piscine ou un cours de tennis. Et donc il aurait fallu être pédagogue, patient, persévérant, parce que c'était très très long, parfois stressant, et donc ça c'était vraiment une des difficultés. Et puis après aussi la durée du chantier, de réussir à garder la motivation de tout le monde sur un chantier long, de se comprendre aussi avec les uns et les autres sur les différents lots qui intervenaient sur le chantier. Voilà, puis la distance, moi j'habite à Grenoble et le chantier à Paris, ça faisait un peu de distance, quoi.
Et après 2 ans de travail bien prenant à travailler sur ce projet, qu'est-ce que ça fait de voir les meilleurs athlètes de la planète venir s'élancer sur cette piste ? Ouais, je te cache pas que moi hier quand je suis arrivé et que j'ai vu l'événement, les tentes, le public, les speakers, enfin voilà l'événement qui était en place, j'ai eu un petit moment d'émotion parce que c'était vraiment la consécration d'un gros boulot et un investissement important. Et c'est chouette, c'est cool de se dire qu'on y est arrivé parce que c'était pas évident, c'était pas gagné d'avance. Et c'est cool qu'on y soit arrivé, on a réussi à s'investir, trouver la force et les ressources, expliquer comment ça fonctionne. Les athlètes sont contents. A priori, la Solideo est aussi contente, Paris 2024 est content, donc on va dire qu'on a gagné déjà le premier round, et puis derrière, on va essayer de faire encore mieux pour que ce soit au top pour Paris 2024. Paris 2024, ça doit être quelque chose de particulier quand même pour Johan. Il a été pilote de haut niveau et je lui ai demandé ce que ça représentait l'olympisme pour lui. Alors c'est vrai que là on est quand même, on a découvert ce côté politique. Je le ressors de manière un peu franche. On sent qu'il y a des enjeux en fait médiatiques quand on parle de JO. C'est quand même pas la même chose. Déjà une Coupe du Monde, souvent les élus ou les responsables de ce type de projet, ça monte tout de suite d'un degré. Là quand on parle de JO, on prend vraiment conscience des enjeux qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que des moments où il faut réussir à revenir aussi au sport et se dire ça reste du VTT, ça va bien se passer, l'objectif c'est qu'on ait un parcours qui fonctionne. Et c'est vrai que ce côté vraiment enjeu médiatique olympique, il y a des moments on a l'impression qu'il y a des personnes qui mettent vraiment ce degré d'exigence vraiment très très haut. Donc c'est enrichissant en termes professionnels, mais il faut aussi à des moments faire un pas de côté et se dire ça reste du sport, même si c'est les JO. Il y a des choses aussi plus importantes dans la vie. Donc voilà, il faut réussir à quand même garder les pieds sur terre et se dire c'est du sport, et l'idée c'est qu'on puisse avoir un bel événement en France. On a alors demandé à Johan ce dont il aimerait être fier l'année prochaine, les 28 et 29 juillet 2024. J'aimerais qu'on ait une médaille, ça serait vraiment cool, et que derrière que l'événement se soit bien passé. Si Bike Solutions peut aussi récolter un peu les fruits de ce travail à travers le développement aussi de projets VTT à travers la France ou l'Europe, en se disant le VTT c'est cool, et puis le VTT un peu nouvelle génération comme ça vaut le coup de le développer et d'avoir de plus en plus de sites XCO à travers la France. Ça serait cool, et que ça donne aussi l'idée aux jeunes de se dire tiens, je quitte ma PS4 et je m'achète un bike et j'ai envie de devenir comme Nino Shorter ou Victor Korensky ou Jordan Sarrou, athlète de VTT pour gagner des médailles olympiques, quoi. Et toi, Johan, quand t'étais un simple VTTiste et que tu mettais tes premiers coups de pelle dans ton jardin, est-ce que tu t'es dit qu'un jour, t'allais peut-être concevoir la piste des Jeux Olympiques ? Les choses évoluent, puis quand on a la passion, l'envie, faut pas se fixer de limites. Et voilà, donc c'est un beau métier, et moi j'adore ce que je fais, j'adore les gens avec qui je travaille, on a une super équipe, et c'est chouette, quoi. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejeuxmag.com, au format papier sur Vote Jeux Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Ride.